Merci beaucoup. Alors, je suis navrée du retard. Nous devrions passer à table, mais je vais essayer de faire une présentation un peu rapide puisque nous avons déjà eu beaucoup d'informations ce matin et une présentation qui sera aussi en français. Je suis juriste pour l'Ocajou et peut-être que je vais revenir sur les raisons pour lesquelles nous avons décidé de faire cette recommandation concernant la prise en charge des élèves à besoins spécifiques. Le fonctionnement de l'Ocajou, peut-être, c'est une équipe, d'une part, qui s'occupe des réclamations individuelles et des saisines, avec un constat de problématiques liées à l'inclusion des élèves à besoins spécifiques, que ce soit pour l'éducation, mais aussi dans l'accès aux loisirs parfois. Et puis, en début d'année et de rentrée scolaire 2024, comme ça a déjà été mentionné précédemment, une campagne des syndicats d'enseignants qui présente l'idée que l'inclusion a ses limites pour de multiples raisons. En résultat, l'Ocajou a décidé de se saisir du sujet et de rédiger une recommandation générale. Peut-être un point intéressant, dans la loi organique qui instaure le fonctionnement de l'Ocajou, c'est la mission de promotion, de sauvegarde et de protection des droits de l'enfant tels qu'ils sont définis par la Convention relative aux droits de l'enfant. Convention que vous avez derrière moi en 2D et en 3D. Euh, et pour ça, je vais vous faire part de certains articles de la Convention. Alors, j'ai réalisé en étant assise que j'aurais peut-être dû préparer ça à la pause, mais l'article de la Convention relative aux droits de l'enfant qui nous intéresse, c'est l'article 23 qui concerne les droits des enfants handicapés. Vous avez l'article 22, l'article 24, mais je ne vois pas l'article 23, donc c'est pour ça que je vous en parle. Il souligne le droit à une vie pleine et décente dans des conditions assurant dignité, autonomie et participation active. Je ne vais pas vous faire part de tous les articles de la Convention parce qu'on a déjà eu un bon aperçu ce matin, mais peut-être quelques aspects. L'article 2, euh, pour la discrimination, on a les mêmes droits pour tous, ce qui inclut évidemment les enfants en situation de handicap. Et l'article 12, le droit de l'enfant d'être entendu. L'article 28, qui est très important dans le cadre de cette recommandation, c'est celui de l'enfant, du droit de l'enfant à l'éducation. Un autre aspect qui est assez intéressant dans le fonctionnement de cette convention, et désolé pour ceux qui étaient là dans les jours précédents parce que je me répète, mais c'est le fait que la convention, c'est un contrat signé par les États pour mettre en œuvre du coup ces droits. Et le comité relatif aux droits de l'enfant, pour aider les États parties à mettre en œuvre cette convention, rédige des observations générales qui nous guident dans la mise en œuvre et l'application de ces droits. Il y en a une en 2006 qui concerne les enfants handicapés et où on note notamment deux points importants qui ont déjà été mentionnés à de nombreuses fois ce matin. C'est l'importance d'une coordination des politiques de handicap et la nécessité de collecter des données fiables. On a une présentation de beaucoup de données déjà aujourd'hui, mais une des problématiques qu'on a rencontrées l'Ocajou dans nos échanges et dans nos entretiens, c'était qu'on n'avait pas toujours la possibilité de comprendre toutes ces données et qu'il nous en manquait malgré tout. Euh, Peut-être une autre qui a beaucoup d'intérêt pour nous, c'est l'observation générale 14 qui concerne, elle, l'intérêt supérieur de l'enfant et réaffirme que l'enfant a le droit d'exprimer son opinion. Je vais y revenir plus tard parce que je vais faire une lecture croisée avec la Convention relative aux droits des personnes handicapées et peut-être accélérer un peu ma présentation. Mais ce qu'on a d'intéressant aussi, qui ne concerne pas que l'école, c'est l'observation relative au repos, aux loisirs, aux jeux et à la vie culturelle, qui met en évidence pour les enfants en situation de handicap le manque de participation de ces enfants. Euh, voilà. Et maintenant, quand on a... pardon, j'avais oublié de vous dire, mais dans l'observation sur l'intérêt supérieur de l'enfant,
qui est donc le droit de l'enfant d'exprimer son opinion. Le Comité des droits de l'enfant, cette observation date de 2013 et la Convention relative aux droits des personnes handicapées date de 2006. Donc, on constate qu'à partir du moment où les négociations ont été entreprises pour la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le Comité des droits de l'enfant a pris en compte toutes ces réflexions dans la rédaction de ses observations générales. Cette convention est plus ancienne. Donc, c'est pour ça que dans les observations, il est important de voir comment on peut aligner ces différents droits. Et dans la possibilité de l'enfant en situation de handicap d'exprimer son opinion, le comité fait une référence à l'importance de croiser cette lecture avec celle de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. D'où l'importance pour moi de vous reparler un peu de cette convention, même si elle a été longuement présentée ce matin par Info Handicap. Un des points qui est important, c'est évidemment l'article qui concerne les enfants handicapés et celui qui concerne l'éducation, mais peut-être également celui à une droit à une vie familiale. Et ça, c'est important en ce qui concerne l'éducation, puisque un des constats fréquents de l'Ocajou dans les problématiques liées à l'inclusion, c'est le fait que l'enfant n'a pas forcément accès à une école qui soit dans son village, dans son quartier ou à proximité. Donc, le droit à la vie familiale est dans ce contexte entravé, puisque s'il y a des trajets d'une heure, parfois pour aller même à l'étranger, ou la nécessité de déménager ou d'être institutionnalisé, cela entrave ce droit. On a donc cet article 24 qui concerne l'éducation. Et il a été présenté ce matin, donc je vais passer. Mais un point important, c'est donc la nécessité d'aménagement raisonnable. Et puis, il est assorti d'une observation générale sur l'éducation inclusive qui nous rappelle que l'éducation inclusive a des liens étroits entre éducation, désinstitutionnalisation et intervention précoce. Donc finalement, c'est pas plus mal que nos présentations aient été échangées, puisque l'intervention précoce a été très bien présentée précédemment. Et plus l'intervention est précoce, plus la prise en charge et les chances de l'enfant d'être inclus sont grandes. Et par rapport à la désinstitutionnalisation, c'est ce que je mentionnais, et le droit de la famille, c'est la possibilité de vivre au sein de sa communauté, avec sa famille, comme c'est prévu. C'en est fini pour les textes. Je suis désolée de cette longue introduction, mais je suis juriste, donc je me base sur les textes de droit. Et en ce qui concerne peut-être l'inclusion des enfants en situation de handicap, un des points névralgiques des difficultés liées à l'inclusion, c'est en matière de scolarisation, comme on l'a vu précédemment. Et pour cela, j'aimerais revenir peut-être à l'idée de base de l'école et de la raison pour laquelle on va à l'école. La chance que nous avons ici d'y aller et l'envie qu'ont certains enfants qui ne peuvent pas y aller d'y aller. L'idée de l'école, c'est une égalité, c'est le même enseignement pour tous, être tous au même niveau, et donc de créer une société plus juste, plus égalitaire. Donc, pour y parvenir, si de l'école sont exclues les personnes les plus vulnérables, les personnes avec le plus de chances d'être exclues dans la société et discriminées malgré cela, comment est-ce qu'on peut arriver à cette société plus juste? Euh, Et aussi, finalement, l'inclusion, ce n'est pas que sur le temps scolaire. C'est comme pour nous dans une vie d'adulte, où notre vie d'adulte ne se résume pas au travail et on parle de plus en plus de balance entre vie privée et vie professionnelle. C'est la même chose pour les enfants. Il n'y a pas que l'école, il y a aussi le droit à l'accès à au loisir, au sport et à la culture. On les retrouve bien évidemment dans les conventions que j'ai citées précédemment. Et c'est pour cela que ces aspects sont cruciaux dans la construction de l'enfant, y compris des enfants en situation de handicap, d'où la nécessité de pouvoir participer à ces activités pour sociabiliser, pour apprendre la vie en société et l'importance de l'éducation non formelle. On a déjà touché pas mal de points problématiques ce matin. Et une question qui se pose de manière constante, c'est est-ce que le système doit changer d'abord ou est-ce que les mentalités doivent changer d'abord?
Peut-être que pour qu'un système change et que les mentalités changent, les deux doivent se passer en parallèle. Euh, pour les enfants, ces apprentissages durant l'enfance sont donc clés. Ils sont un pas vers l'autonomisation, vers l'apprentissage, vers l'indépendance. Et pour un enfant en situation de handicap, c'est la même chose. C'est le cas également. Mais selon le type de handicap, l'autonomisation et donc par la suite peut-être l'indépendance sont plus ou moins longs. Ce qui est important néanmoins, c'est pour que ces enfants deviennent des citoyens à part entière, d'avoir pour ces enfants, comme pour les autres, la même ambition, la même volonté qu'ils puissent participer à la vie publique dans la mesure de ce qu'ils souhaitent. Et c'est ce que nous devons viser. Nous avons eu dans nos échanges beaucoup le fait que l'inclusion était un but. Et voilà, c'est une visée dans ce but et c'est cette ambition qu'on doit avoir dans la réalisation de ce but. Donc c'est un peu ma partie théorique, philosophique. Et ce que j'aimerais introduire à ce stade de ma présentation, c'est pas un mais, pas une limitation, parce que ce serait une déception, mais vous présenter un peu ce que l'Ocajou souhaiterait questionner dans cette recommandation et les obstacles qui existent à l'inclusion. On a déjà vu pas mal de défis, et c'est pourquoi on a eu aussi beaucoup d'échanges. euh, Beaucoup de présentations des lois qui sont mises en œuvre au Luxembourg avec pas mal de progrès, beaucoup de moyens alloués, et pourtant des situations qui ne fonctionnent pas forcément encore toujours. Malgré toutes les bonnes volontés, on constate que certains enfants n'ont pas l'aide nécessaire qu'ils souhaitent, l'aide matérielle, les temps d'inclusion sont parfois limités, les transitions sont difficiles, il y a parfois besoin de changement d'école, des centres de compétences qui se retrouvent en difficulté parce que des enfants pourraient aller dans plusieurs centres de compétences et ne sont pas limités à un centre de compétences, des acteurs qui sont parfois épuisés, des professeurs épuisés, des frayeurs du personnel, puisque quand on choisit une carrière d'enseignant, on ne se rend pas forcément compte qu'on aura des responsabilités qui sont parfois peut-être de l'ordre d'infirmier dans la prise en charge de certains types de handicap. Des problèmes au niveau peut-être des frayeurs aussi des parents, tant des parents d'enfants en situation de handicap qui ont peur que leur enfant ne corresponde pas au système scolaire ou soit harcelé, que des parents qui n'ont pas d'enfants en situation de handicap mais qui ont peur que cela perturbe l'apprentissage de leur enfant dans la classe. Et des difficultés pour les personnes en situation de handicap finalement, qui ont du mal à trouver leur place, quel que soit le type de handicap, que ce soit un handicap physique ou parfois les barrières physiques sont présentes et le lycée n'est pas forcément adapté, donc on sent que on dérange, que ce soit une personne avec un handicap plus ou moins léger, puisqu'il a l'impression, la personne a l'impression de ne pas correspondre tout à fait au système scolaire, mais pas non plus vraiment au système des centres de compétences ou que ce soit un handicap plus lourd euh, où la personne n'a pas l'impression de pouvoir trouver sa place. Et il est important que dans notre recommandation, nous prenions en compte tous ces éléments pour trouver un système qui puisse correspondre à tous. Alors je me rends compte qu'un système parfait qui plaise à tous, c'est une illusion, mais alors au plus grand nombre, disons. Et afin de publier cette recommandation et d'émettre des suggestions qui soient le plus justes, nous souhaitons faire une consultation. Vous avez reçu peut-être à l'entrée un livret avec des QR codes. Alors lundi, lors de la présentation, j'annonçais en breaking news que nous avions publié notre avis. Malheureusement, pour le questionnaire, ce n'est pas encore le cas, mais il sera publié prochainement en plusieurs langues et il sera accessible avec le QR code. Cela vous donne une bonne raison de garder le programme et de le lire et de le découvrir à la maison. Et vous pourrez aussi le retrouver sur le site de l'Ocajou. Il y aura donc un questionnaire en plusieurs langues et pour plusieurs personnes, pour les professionnels, pour les parents, pour les personnes concernées, et également la possibilité de juste donner un témoignage avec aussi mon adresse mail pour récolter les informations que vous souhaitez partager. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous souhaite désormais un bon déjeuner.
Merci. Bei uns Timekeeping, die waren an der Kaffeespause blieben, da muss man damit ein bisschen besser machen. Mir die Präsentationen sind so interessant, dass ich stand habe noch einfach nicht in der Bresche wollte, für das mal leid, wenn er ein bisschen Hunger gelitten hat.